C'est l'heure du journal sur Web Info TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro d'actualité. D'aller au plateau du Sud Kivu, les armes continuent de parler malgré les efforts diplomatiques. De violents affrontements opposent le FARDC aux combattants Turanéo alliés à l'F-123 avec les usages inquiétants de drones kamikazes. Accusations croisées, civils tués et déplacés, la situation se détériore davantage. Reportage. Des violents affrontements ont été signalés lundi 20 avril 2026 dans les hauts plateaux du Sud Kivu sur l'axe Mikenge-Ngezi, opposant les combattants Twirwanéo alliés à l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo. Au cœur des hostilités, l'usage des drones kamikazes, désormais au centre des accusations croisées entre les belligérants. Selon les FARDC, les frappes attribuées à la coalition RDF-AFC M23 ont visé, dans la soirée du samedi 18 avril, leurs positions à Mikenge et Kakenge, mais aussi des zones habitées, notamment au point zéro, dans les hauts plateaux de Minembwe. Les bilans provisoires fait état de 4 civils tués et 8 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Dans un communiqué publié dimanche 19 avril, les porte-paroles ad interim de l'armée congolaise, le lieutenant-colonel Mongba Azukaimak, a dénoncé une violation des engagements pris lors de la 9e session des pourparlers de Montreux. Les FARDC affirment se réserver les droits de riposter de manière appropriée face à cette escalade. De son côté, la FCM 23 rejette ces accusations et pointe la responsabilité des forces gouvernementales. Dans une mise à jour publiée ce lundi 20 avril, son porte-parole, Lawrence Kanyuka, affirme que, dès 3h15, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont bombardé sans relâche la zone densement peuplée de Mikenge à l'aide des drones kamikazes. Toujours selon cette source, une autre attaque aurait été lancée à 5h30 contre la localité de Mitimingi, dans le territoire de Massissi, causant d'importants dégâts matériels et entraînant les déplacements forcés des nombreuses familles. Alors que les versions divergent, une réalité s'impose. Les populations civiles paient une fois de plus les prix forts dans ces conflits qui s'intensifient, malgré les engagements diplomatiques censés ramener la calmie dans l'est de la RDC. Parlons politique. La réforme constitutionnelle entre dans une phase décisive. À travers un communiqué publié ce lundi, l'Union sacrée de la Nation lance officiellement les consultations nationales en vue de modifier la Constitution du 18 février 2026. Partis politiques, confessions religieuses, sociétés civiles et experts sont invités à soumettre leurs propositions avant le 20 mai prochain. Les détails de cet élément. Ça y est, l'étape la plus décisive de la réforme constitutionnelle est déjà en marche. C'est en tout cas ce qui résulte du communiqué publié par le secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation ce lundi 20 avril 2026. Dans ce communiqué, on peut principalement cerner l'intention claire de la coalition au pouvoir de changer la constitution du 18 février 2006 qui régit la République démocratique du Congo. Le secrétariat permanent invite les partis et regroupements politiques, les associations, les personnalités membres de l'Union sacrée, les confessions religieuses, les organisations non gouvernementales des droits de l'homme, les ordres professionnels, les syndicats, les universitaires en général et d'une façon particulière les juristes ainsi que tous les autres patriotes congolais intéressés au pays ou dans la diaspora à lui transmettre les propositions au plus tard le mercredi 20 mai 2026. Accroche d'entrée ces documents signés André Mbata. C'est donc une marche franchie par le régime de Félix Tshisekedi qui défie ouvertement la majeure partie de l'opinion congolaise qui s'oppose à la réforme constitutionnelle. Les consultations dont il est question concernent plusieurs couches sociales dont les partis politiques membres de l'UCN, les confessions religieuses et les organisations non gouvernementales, entre autres. Celles-ci sont appelées à déposer leurs propositions sur la réforme constitutionnelle et une commission technique sera ensuite mise sur pied pour résumer et évaluer les différentes propositions afin de produire un rapport qui sera transmis à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État qui représente la nation entière et assure par son arbitrage la continuité de l'État, lit-on dans ses communiqués. C'est désormais clair et officiel, l'Union sacrée de la Nation tient à toucher à la Constitution telle qu'elle l'est prétendue. Les réactions de l'opposition armée et non armée se font attendre.
À Washington, la voix de la République démocratique du Congo s'est fait entendre sur les enjeux majeurs du développement économique. Lors d'un panel de haut niveau consacré aux politiques publiques en Afrique, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya a plaidé pour des actions concrètes en faveur de la croissance industrielle et la création d'emplois. Suivez dans cet extrait ses propos. Mondial, nous venons de participer à un panel très important qui est relatif aux politiques publiques qu'il faut pour l'Afrique. Parce que depuis des années, depuis des siècles finalement, l'Afrique tarde à sortir de sa pauvreté, de son isolement. Au nom du gouvernement congolais, donner ma contribution autour de quelques questions. La première, c'était de dire les pays qui se sont développés ont commencé par définir des politiques industrielles robustes. Mais pour y arriver, il faut de l'énergie. Voilà pourquoi la RDC a choisi, à travers la volonté du président de la République, le développement du projet Grand Inga pour que nous nous rassurions que l'électricité est fournie à tous les Congolais, mais également à 300 millions d'Africains. Cela va permettre à tous les pays africains de développer le secteur industriel. Parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrialisation du continent. La deuxième chose, c'est que pour que le commerce soit fluide entre les États, il y a un obstacle. Ce sont effectivement les freins liés au coût logistique. Et donc, le deuxième pilier après l'électricité, c'est le développement des infrastructures, à la fois ferroviaires, à la fois routières et à la fois portuaires, pour permettre à ce que le commerce intra-africain, qui est évalué à moins de 20%, passe d'ici 2030-2035 à au moins 50-60%. Le troisième pilier, c'est la digitalisation. Pour que le continent africain puisse améliorer les conditions de vie de ces populations et accroître la traçabilité, il faut digitaliser toutes les procédures pour davantage éliminer la main de l'homme sur la manipulation des données et ainsi lutter contre la corruption qui est une bataille contre laquelle le président Félix Tshisekedi est en train de se battre. Mais le socle de tout cela, c'est la volonté politique en Afrique. Si en RDC, il y a une volonté politique qui se dessine, il faudrait qu'il en soit ainsi sur le continent africain pour que tous les chefs d'État comprennent que les autres nous ont considérés comme leur marché pendant plusieurs siècles. C'est le moment aussi de devoir évaluer la demande qui se trouve sur d'autres continents pour fonder nos politiques publiques. En politique toujours, reçu par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, le nouveau gouverneur du Sankuru poursuit ses consultations à Kinshasa. Une rencontre stratégique en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Les enjeux de cette audience de ces reportages. Siège de l'Union sacrée de la Nation, c'est samedi 18 avril 2026. Le nouveau gouverneur élu du Sankuru, Gilles Lodiemogo, est venu, après sa brillante élection, présenter ses civilités au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, et renouveler sa loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, a invité la nouvelle équipe du Sankuru à travailler pour l'intérêt de la province. Jules Lodi réaffirme sa loyauté indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces renouvellements de confiance soulignent l'unité au sein de la plateforme présidentielle, par où le nouveau gouverneur va commencer. C'est par l'unité qu'il faut commencer, c'est le plus grand défi, parce qu'on est unis et chacun va amener sa contribution, nous allons lui aussi. Le plus important, c'est d'arriver à l'unité, et je pense que le Sankuru n'a pas un gouverneur stagiaire. Il connaît la province, il connaît les défis, et je pense que nous serons à la hauteur. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, a félicité la nouvelle équipe, l'invitant à honorer le président de la République et travailler pour l'intérêt de la province du Sankuru. Nous sommes très heureux que les députés provinciaux du Sankuru, que je félicite, ils soient restés fermes, ils n'ont pas cédé aux manipulations, ils n'ont pas cédé aux faux bruits. Ils n'ont pas cédé à quoi que ce soit, ils sont restés fermes, engagés derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on l'a toujours dit, combien de fois on va le dire? Le bon côté de l'histoire aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce même samedi, le secrétaire permanent a également échangé avec le deuxième vice-président du Sénat, Norbert Bassengezi, venu renouveler sa loyauté au président de la République et signer la charte, l'acte d'engagement
et les règlements intérieurs de l'Union sacrée de la Nation comme deuxième vice-président du Sénat. Cette victoire du ticket de l'Union sacrée de la Nation suscite des réactions au sein de la classe politique. Le président du caucus des députés et sénateurs de la province, Emmanuel Ompeta, salue une avancée majeure et appelle à l'unité pour le développement du Sankuru. Il s'est exprimé à l'issue d'un scrutin. Suivez. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président de la République, le chef de l'État, la haute autorité politique de l'Union sacrée, pour le choix porté sur le ticket Jules Lordi Mutomoke. Je voudrais aussi remercier les députés provinciaux, particulièrement ceux qui ont suivi le mot d'ordre du chef de l'État, pour leur loyauté et leur fidélité vis-à-vis de l'Union sacrée. Aujourd'hui, le ticket de l'Union sacrée remporte les élections au Sankuru, et pour nous, membres de l'Union sacrée, un objet de fierté et de joie. Nous espérons ainsi commencer une nouvelle page de l'histoire du Sankuru avec Jules Lordi comme gouverneur. Il connaît déjà cette province, les forces et les faiblesses de la province, il les connaît. Comme il nous l'a dit lui-même, il s'engage cette fois-ci à être rassembleur, à être un gouverneur de proximité et à travailler dans le sens du développement de cette province. C'est l'occasion qui nous est donnée de concrétiser la vision du chef de l'État dans cette province. Nous continuerons à soutenir le chef de l'État dans sa vision de développement de notre province. Il est vrai, nous devons le dire, nous devons le reconnaître, il y a beaucoup de problèmes au Sankuru. Le Sankuru, dans tous les pans de sa vie, connaît des problèmes. Des infrastructures délabrées. L'aéroport connaît une lourdeur dans son financement. Pour ne citer que ces exemples-là, la vie sociale, n'en parlons pas. La misère, la pauvreté au Sankuru, n'en parlons pas. La population sankouroise aujourd'hui n'a plus besoin de discours. Ils attendent des résultats. Nous espérons qu'avec le gouverneur Jules Lordi, nous allons, tant qu'il nous reste, donner des résultats à cette population. Le chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé ce lundi une tournée stratégique dans l'est de la République démocratique du Congo avec une première étape à Beni au Nord Kivu. Objectif, évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans une région en proie à des violences persistantes tout en renforçant les dialogues avec les autorités locales et les communautés. Suivez cet élément pour en savoir plus. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé ce lundi 20 avril 2026 une tournée dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant dans l'est du pays. Arrivé à Beni, première étape de sa mission, il attend multiplier les consultations avec les autorités locales, les acteurs politiques et les représentants de la société civile. Objectif, renforcer les dialogues et mieux cerner les priorités sécuritaires et humanitaires dans cette zone marquée par des violences récurrentes imputées à des groupes armés. Au cours de son séjour, James Swan s'est notamment rendu au quartier général de la force de la MONUSCO où il a reçu un briefing approfondi sur la situation dans les Grands Nord. Les échanges ont porté sur les menaces persistantes contre les populations civiles ainsi que sur les efforts déployés par la mission onusienne pour appuyer leur protection et contribuer à la stabilisation de la région. Cette tournée intervient moins de 2 semaines après sa prise de fonctions officielle le 7 avril 2026 à la tête de la MONUSCO. Elle s'inscrit dans un contexte d'instabilité persistante dans l'est de la RDC où les groupes armés continuent d'alimenter les violences et les déplacements des populations. Face à ces défis, le chef de la mission onusienne a réaffirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités congolaises, les communautés locales et les partenaires humanitaires, afin de renforcer la protection des civils et soutenir les efforts des pays. Cette mission de terrain vise ainsi à évaluer directement les réalités locales alors que les attentes de population envers la MONUSCO demeurent particulièrement élevées. Clôturons ce numéro d'actualité à Lubumbashi. Usurpation d'identité, rappel à l'ordre et coopération internationale. À Lubumbashi, la police nationale monte au créneau.
Un faux policier présenté aux autorités un message ferme contre les dérivés et les mesures annoncées pour rétablir la sécurité, notamment dans la commune de Kenya. En toile de fond, le retour du commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba d'un congrès mondial sur la sécurité chimique à Dakar. Le détail dans cet élément de reportage. Sous la conduite du commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, la parade hebdomadaire s'est tenue ce lundi 20 avril 2026 dans l'enceinte de l'état-major commandement. Dans son adresse au chef département, chef service, commandant commissariat urbain, commandant commissariat territoriaux, commandant unité spécialisée, commandant unité d'intervention, commandant de la communauté de renseignement, commandant commissariat de police et commandant escadron, le général Blaise Kilimbalimba a développé plusieurs points essentiels visant à renforcer l'efficacité, la discipline et le professionnalisme au sein des forces de police. En premier lieu, il a procédé à la restitution de sa mission officielle effectuée à Dakar, en République du Sénégal, où il a pris part au Congrès mondial sur la sécurité chimique et les nouvelles menaces en Afrique centrale et occidentale. À cet effet, il a partagé avec les officiers de la police nationale congolaise les principales conclusions ainsi que les recommandations issues de ces assises internationales, tout en insistant sur la nécessité d'adapter les dispositifs sécuritaires locaux aux nouvelles formes de menaces, les cas de SEDEM par exemple. Abordant ensuite la question de l'apolitisme de la police nationale congolaise, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a fermement rappelé les principes fondamentaux de neutralité qui doit guider chaque officier dans l'exercice de ses fonctions régaliennes. Il a à cet égard insisté sur le renforcement de la discipline, le respect strict de la hiérarchie ainsi que l'observance rigoureuse des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. S'agissant de la restauration de l'autorité de l'État, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Yo Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a donné des directives claires face à l'activisme de certains jeunes affiliés à des partis politiques. Il a exhorté les commandants commissariats urbains, commandants commissariats territoriaux et commandants d'unités d'intervention ainsi que la communauté des renseignements de la police à faire respecter l'ordre public dans le strict respect des lois de la République, tout en veillant à ce que l'autorité de l'État soit effectivement rétablie et ressentie sur toute l'étendue de la province. Enfin, la parade a été marquée par la présentation d'un individu répondant au nom de Bitema Badibanga, se faisant passer pour un policier. Le général Blaise Kilimbalimba a dénoncé cette usurpation d'identité qui porte atteinte à l'image de la police nationale congolaise. Il a par la même occasion instruit les services compétents à renforcer les mécanismes de contrôle et de vérification afin de prévenir et décourager ce type de dérives. Ce présumé délinquant répondra de ses actes. C'est l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. C'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. À tous et à tous, rendez-vous prochain numéro.